Nickel. Bon, ben, on va démarrer du coup cette table ronde, donc troisième et dernière avant la conclusion. Donc on va parler du marché du carbone, en tout cas de comment valoriser notre stock de carbone. Donc ce que je vous propose à tous les quatre, c'est effectivement un premier tour de table dans lequel chacun va se présenter et puis ensuite on va passer à un round de questions. Donc je vous propose de vous présenter assez rapidement, 1 minute chacun, et puis après voilà, on passe aux questions. Honneur à la dame qui est en visio, donc Émilie Alberola de EcoAct. Émilie, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, donc Émilie Alberola, comme vous me présentez. Je suis directrice générale désormais depuis le 1er novembre d'EcoAct France, donc une fantastique équipe de 80 personnes travaillant pour accompagner les organisations sur la décarbonation. Précédemment, j'ai travaillé sur la recherche et de l'innovation et précédemment EcoAct, j'ai rejoint EcoAct en 2018. Je travaillais chez I4CE, peut-être un acronyme que vous connaissez puisqu'ils ont notamment contribué à la mise en œuvre du label bas carbone avec la DGEC, mais on en reparlera davantage dans quelques minutes. Merci. Je passe également la parole à Thibaut, tant qu'on est dans les visios. Oui, très bien. Thibaut Savoie, président et cofondateur de Carbon Farmers. Carbon Farmers, start-up qui a pour ambition qui est d'assurer la transition, une transition écologique, économiquement viable pour les agriculteurs. Merci Thibaut. Ensuite, je vais passer la parole à Anaël. Bonjour à tous, Anaël Bibard, président et cofondateur de FarmLib, accessoirement diplômé du BTS de Toulouse-Osville. Et donc FarmLib, c'est une plateforme web à destination des agriculteurs, mais surtout de leurs partenaires, pour aider à digitaliser des processus complexes, comme accompagner un collectif d'agriculteurs à la certification HVE, ou accompagner des collectifs d'agriculteurs à déterminer leur prix d'équilibre, suivre leurs performances technique, économique, environnementale, en valorisant la donnée pour se comparer et identifier les marges de progrès. Merci. Et pour terminer cette table ronde, Bertrand Henri, pardon. Bertrand est par là. Henri Drichecourt, oui, je suis cofondateur de NEAI. NEAI, nous développons la plateforme Triple Performance comme performance économique, environnementale et sociale. Et l'objet de cette plateforme est de permettre le partage de connaissances entre agriculture, le partage de retours d'expérience et la capitalisation de cette information, précisément pour accélérer et encourager et stimuler la mise en place des bonnes pratiques dont on parle cet après-midi, notamment en ce qui concerne le carbone. Mais pas exclusivement, mais notamment sur cette question du carbone. Merci. Donc pour démarrer, on va commencer quand même même si on a commencé à en parler, de voir ce que c'est que le marché du carbone. Donc effectivement, on a une experte, Émilie, donc avec le cabinet EcoAct, qui accompagne effectivement des démarches sur ce thème-là, et aussi donc qui intervient pas mal de fois sur effectivement ce que c'est que le marché du carbone. Donc peut-être Émilie, nous dire effectivement c'est quoi ce marché du carbone, et puis aussi peut-être une question secondaire qui sera de faire la différence entre ce qu'on appelle le marché réglementé et le marché volontaire. Merci Laurent, merci pour l'invitation et merci et ravi d'être avec vous, et malheureusement pas en présentiel, étant cas contact, je n'ai pas pu me joindre à vous, mais en tout cas de débuter la table ronde par ces deux questions me semble effectivement utile pour éclairer tout le monde. Alors ce qu'on appelle marché carbone recouvre en fait plusieurs mécanismes, et donc je vais tenter de clarifier assez rapidement de quoi on parle quand on parle de marché carbone. On parle de mécanismes qui permettent de valoriser économiquement les réductions d'émissions ou de la séquestration carbone. Et ce terme marché du carbone recouvre en réalité deux types de mécanismes qui sont bien distincts dans leur conceptualisation et ensuite leur mise en œuvre aussi, mais dont la finalité c'est de donner un prix au carbone. Je pense que vous avez pu évoquer le sujet un peu plus tôt dans la journée. C'est ce qui donne une incitation aux acteurs pour s'engager dans l'action climatique, dans la réduction d'émissions ou dans des projets de séquestration. Alors le premier mécanisme qu'on appelle marché de carbone, en fait, peut correspondre à un système de plafonnement ou d'échange de quotas. C'est généralement un mécanisme réglementaire, dans lequel on a une autorité publique qui fixe un plafond d'émissions à respecter, qui donne une contrainte annuelle
un certain nombre d'acteurs qui sont généralement de la grande industrie, du secteur de l'énergie. Et ces acteurs ont ensuite la liberté d'échanger entre eux des quotas d'émissions qu'on leur a attribués. Alors le meilleur exemple, vous le connaissez sans doute, c'est le système européen d'échange de quotas, mais vous avez dans le monde d'autres mécanismes. Au dernier comptage de la Banque mondiale, on a 64 marchés du carbone dans lesquels on met des marchés, mais aussi de la taxation carbone. On parle aussi de fiscalité carbone. Je ne développerai pas ce point, mais si vous avez des questions, évidemment, on pourra y revenir. Donc là, on est plutôt sur des marchés carbone réglementaires. Il y a un deuxième mécanisme qui correspond à qui s'applique en fait à un mécanisme de projet. Et c'est sur ce dernier que le label bas carbone s'est construit et dont on va parler. Et là, on parle de valorisation, de réduction d'émissions ou de séquestration à l'échelle d'un projet. Et donc, à l'échelle d'un projet local, c'est au niveau du projet qu'on évalue le montant du carbone à valoriser grâce à une méthodologie spécifique par rapport à un scénario de référence. Et on parle de rémunération des services rendus au carbone à l'échelle d'un projet. Alors, ces mécanismes de projet, qu'on appelle aussi marché du carbone, ont été utilisés à l'international par le protocole de Kyoto. Et aujourd'hui même, la COP26 qui vient de se terminer vient de valider plusieurs décisions pour mettre en place un nouveau mécanisme de projet, donc de valorisation du carbone dans une approche internationale. On a aussi ces mécanismes de projet qui sont aujourd'hui utilisés dans des initiatives volontaires par des entreprises. Donc on parle aussi de marché du carbone volontaire international. Là, ce sont ce qu'on appelle des organismes de certification des standards volontaires qui jouent le rôle de garant de l'intégrité environnementale du dispositif. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans du financement de projets dans différentes régions du monde, des projets qui génèrent des crédits carbone à des prix différents selon les types de projets financés. Et donc là, on est sur un marché volontaire en forte croissance. Il a été multiplié par 6 ces 5 dernières années. Et on s'attend, selon des estimations faites, à ce qu'il puisse potentiellement se multiplier par 15 d'ici à 2030 en fonction de cette demande d'ambition mondiale vers zéro émission nette. Et donc la France, pour revenir sur notre cas national, la France a fait le choix donc en 2019, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, de mettre en œuvre ce type de mécanisme de projet, de valoriser des réductions d'émissions ou de la séquestration au niveau de projets localisés sur notre territoire pour contribuer à cet objectif de moins 40% des émissions de 2030 par rapport à 90 et de neutralité carbone à l'horizon 2050, comme vous le savez. Toute l'ambition première est de trouver un mécanisme qui puisse donner une incitation économique et financière, notamment pour renforcer nos puits carbone à travers le secteur agricole et forestier. Voilà, à votre disposition pour rentrer plus dans le détail. Laurent, je ne sais pas si c'est le moment ou pas le moment, et je peux parler davantage du label bas carbone. L'objectif, c'est de toute façon qu'il y ait des questions éventuellement, donc après un premier tour de table. Donc si je résume rapidement, ça veut dire que marge réglementaire, c'est principe de pollueur-payeur un peu, si j'exagère le trait, et l'autre c'est j'ai envie de communiquer sur des initiatives et volontairement je vais payer effectivement ou contribuer à valoriser des projets. Exactement. Du côté des entreprises, en tout cas, dans le réglementaire, elles ont une obligation de réduction, elles ont un objectif à respecter, et donc elles n'ont pas d'autre solution que de réduire les émissions et donc de payer si elles ne le font pas en tout cas. Et du côté volontaire, effectivement, on est dans des démarches volontaires d'entreprises qui s'engagent dans de l'action climatique à travers du financement de projets. Ok. Je vais passer du coup la parole à Thibaut, parce que donc Carbon Farmers, c'est un intermédiaire finalement qui va apporter aussi un service aux agriculteurs pour essayer effectivement de valoriser et surtout de mesurer ce crédit carbone potentiel. Comment du coup, Thibaut, quel est votre rôle et comment vous vous interfacez par exemple par rapport à ce marché du carbone ? Merci de cette invitation. Le constat qu'on a fait chez Carbon Farmers, c'est qu'il y a un vrai enjeu pour notre chaîne de valeur alimentaire, de l'agriculteur à l'industrie agroalimentaire, à valoriser son sol, à valoriser le sol vivant. Chez Carbon Farmers, notre vision, c'est qu'on ne décarbonera pas notre alimentation sans agir au sein de nos fermes et de nos exploitations agricoles. L'industrie agroalimentaire ne parviendra pas à répondre à ses engagements sans agir sur l'amont agricole.
Vous avez parlé cet après-midi beaucoup du crédit carbone, enfin du bilan carbone plus précisément. Pour l'illustrer, vous le savez bien, plus de 2/3 d'un bilan carbone d'un produit alimentaire se trouve dans l'amont agricole. C'est donc bien les agriculteurs et l'amont agricole qui ont bien toutes les clés pour relever le défi de la décarbonation de notre alimentation et plus globalement la valorisation du carbone dans les sols. Chez Carbon Farmers, pour autant, on a fait un constat clair, c'est que la mise en place de l'agriculture bas carbone n'est aujourd'hui pas incitative pour les agriculteurs. Émilie l'a rappelé, il y a un marché qui s'organise autour des crédits carbone sur le marché volontaire avec des projets. En termes d'incitation, aujourd'hui le prix des crédits carbone agricoles est pour le moment trop bas pour être incitatif. Et puis de l'autre côté, il y a, quand on rentre dans un projet, des coûts de transaction pour mener un projet, pour générer ces crédits. Et ce coût, pour l'instant, il est assez élevé. Donc comment on se positionne ? Comme je l'ai dit en introduction, rendre la transition des agriculteurs vers l'agriculture bas carbone économiquement viable. Pour y arriver, on accompagne l'ensemble de la chaîne de la valeur alimentaire. Pour nous, c'est partir de l'agriculteur jusqu'à l'industriel agroalimentaire. En tant que tiers de confiance, on aligne les intérêts des agriculteurs, des intermédiaires coopératifs, des industriels agroalimentaires. On contractualise avec ces parties pour assurer cette réussite. Et pour assurer cette réussite de cette mission, très concrètement, on se place comme mandateur de projet label bas carbone auprès des agriculteurs. Émilie a commencé à parler de cette initiative qui court en France. Il faut qu'elle se renforce. On co-construit, et c'est notre actualité, des projets avec l'ensemble des parties, agriculteurs, coopératives, industries agroalimentaires, pour suivre sur ces projets les exploitations agricoles, toujours avec l'appui de leur écosystème, leurs conseillers. Voilà notre positionnement. Ok, Thibaut, du coup, juste pour bien comprendre, vous êtes vous aussi, donc ça veut dire en lien avec ces entreprises qui sont intéressées au projet directement ? Tout à fait, en lien avec les industriels agroalimentaires en premier lieu dans une stratégie de réduction de leur bilan carbone et en lien avec les acteurs qui, à la suite de ce projet, vont pouvoir financer cette transition en achetant des crédits carbone. Ok, merci. Merci, on y reviendra après plus dans le détail. Donc je passe la parole en salle du coup, donc Anaël pour un premier point sur cette fois-ci, effectivement, comment vous, au sein de FarmLib, vous accompagnez finalement les agriculteurs dans l'amélioration de ces pratiques et puis voilà notamment en quoi l'agriculteur va dire oui, FarmLib finalement ça va m'aider dans ces démarches de transition. Alors effectivement, nous on accompagne surtout les partenaires de l'agriculteur pour fournir des solutions digitales qui facilitent la vie au quotidien. Parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement ? On va prendre l'exemple de Gaiago, qui est une société qui produit un prébiotique des sols qui nourrit les champignons. En gros, on a entendu tout à l'heure l'aspect agronomique, la dégradation de la matière organique. Il y a différents procédés, la flore microbienne, la flore bactérienne, la flore, les champignons. Et donc eux, ils ont un engrais à champignons, si on peut dire, et qui permet d'accélérer le retour du stockage des sols plus rapidement pour certains sols dégradés. Finalement, quand le sol va bien, c'est déjà en place. Là, c'est plutôt quand les sols sont dégradés. Mais finalement, quand on rentre dans un processus bas carbone, contractualisé, crédit carbone et tout, il y a tout un aspect administratif, paperasse, suivi des pratiques, et puis c'est déjà quelque chose que je note par ailleurs, je le fais déjà sur mon Geofolia, sur mon Smart Farmer, ou je le fais déjà sur un logiciel. Ça m'agace d'avoir à ressaisir, c'est pas une passion. Donc nous, notre métier est d'adapter. On a une plateforme qui est multi-opérateur, qui permet de connecter, que ce soit la COP, le technicien de la COP, la personne de Gaiago ou l'agriculteur, ouvrir des API qui sont un peu des connecteurs avec les autres éditeurs de logiciels qui faisaient ces FMIS, ces outils de gestion parcellaire, avec l'acronyme en anglais, et donc de récupérer les données, signer son contrat. Donc là, nous, vraiment notre métier, c'est de créer une plateforme web qui simplifie la vie pour l'agriculteur qui bosse
avec Gaiago, ou qui bosse avec 2BSVS, c'est-à-dire qu'il veut certifier ses labels de durabilité, ses certificats de durabilité pour son colza qu'il va mettre dans une filière diester pour abaisser le taux d'émission de carbone d'un gasoil ou de l'essence avec de l'éthanol. Il faut suivre pour s'assurer que ça n'a pas été issu de déforestation, que ça n'a pas justement un bilan massique négatif. Et bien pour ça, il faut simplifier le process pour que ce ne soit pas un surcoût de temps de suivre ça. Donc vraiment, nous, notre métier va être en bac là-dessus et après proposer une interface utilisateur simple d'accès, des formations et ou rajouter cette petite surcouche qui fait notre ADN, qui est l'intelligence collective. C'est après comment ça va permettre de fluidifier la relation et pas de rajouter en fait une couche d'informatique pour l'informatique. Okay. C'est plutôt du quotidien. Ok, donc globalement, l'agriculteur, il doit continuer à faire son métier et puis le reste, vous le simplifiez pour... Exactement, pour que ça prenne moins de temps pour obtenir ces données-là et ces chiffres-là. Ça marche. Côté NEAI, même combat, j'imagine. Est-ce que même méthode ? Alors non, une méthode différente et complémentaire de celle de FarmLeap. Nous, l'objectif de cette plateforme Triple Performance, c'est d'agir sur la connaissance et surtout sur le partage de cette connaissance. En fait, c'était intéressant de noter cet après-midi que des gens comme Pascal Boivin disent on a beaucoup de choses, on a beaucoup de savoir. La difficulté, c'est de le faire descendre et arriver jusqu'à l'agriculteur, jusqu'à celui qui le met en œuvre, et de le faire vivre. Il y a une question de partage de cette connaissance, il y a une question de diffusion de cette connaissance, et il y a une question de maintien de cette connaissance et d'augmentation de cette connaissance au fur et à mesure des expériences des uns et des autres. Donc notre sujet à nous, c'est au travers de la plateforme de permettre que cette connaissance soit facilement disponible auprès de l'agriculteur pour les inciter, leur donner envie, éventuellement passer à améliorer encore ce qu'ils font au travers des retours d'expérience des uns et des autres dans les contextes propres à chaque exploitation, parce qu'on va rencontrer des difficultés qui seront inhérentes à la manière dont opère l'agriculteur, que ce soit son positionnement pédoclimatique, sa façon, ses cultures, enfin l'ensemble des problématiques de l'agriculteur vont avoir une incidence là-dessus. Et ce partage de connaissances, c'est sur un outil numérique, c'est ça ? Ce partage de connaissances, on utilise la puissance de l'outil numérique, effectivement, pour maximiser le partage, maximiser les retours d'expérience et les interactions entre les uns et les autres. Il y a également, couplé à la plateforme, un forum qui permet de poser des questions et donc d'enrichir ou d'approfondir les sujets traités. D'un point de vue, on est en amont de ce que fait FarmLeap en stimulant l'intérêt et derrière la mise en œuvre peut être faite au travers des outils de FarmLeap. Ok. Merci. Déjà, on a fait notre premier round où chacun s'est présenté, a dit ce qu'il faisait. Est-ce que déjà il y a quelques questions ou pas ? Ou pas, ok. Donc moi j'en ai une première, à mon avis tout le monde là sur le bout de la langue. Combien ça coûte un stock de carbone ? Donc je vais peut-être me placer du côté d'Émilie. Alors on va rester sur le marché volontaire du coup. J'imagine que stocker du carbone à Bornéo et stocker du carbone en France en agroécologie, pratique durable et peut-être même en bio, ça doit pas être le même prix quand même. Donc voilà, comment est calculé, ou en tout cas comment cette offre de marché se stabilise, se discute ? Effectivement, la réponse c'est ça dépend. Et dans le ça dépend, il y a plein de facteurs qui contribuent, mais effectivement, réduire du carbone ou stocker du carbone dépend de plusieurs facteurs. Et on parle bien de projets, et donc en fait, quand on parle de prix du carbone, il s'agit d'une valorisation du carbone par projet. Donc on a autant de prix différents que de projets, et les coûts peuvent être différents selon les secteurs, les technologies, mais aussi selon les pays. Donc aujourd'hui, difficile de vous dire le prix moyen, parce que finalement ça reflète pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on est en France et qu'on travaille sur des projets encadrés par le label bas carbone, on est plutôt sur une fourchette entre 20 et 50 € la tonne de CO2.
Et effectivement, on est sur des projets, sur des technologies, et des secteurs en tout cas très différents. On peut avoir des projets les moins chers aujourd'hui sur le marché, entre 5 et 10 euros. Mais on a une tendance aujourd'hui, si on parle effectivement que des prix, une tendance forte à la hausse. Juste pour information aussi, depuis quelques jours, nous avons un prix européen du carbone réglementaire qui a au niveau de 70 euros la tonne de CO2. Et pour rappel aussi, on a une fiscalité carbone en France qui est autour de 44 euros la tonne de CO2. Donc voilà, l'objectif est on n'est pas du tout. Moi, je vous apporte pas un discours de spéculation financière, mais en tout cas, ce que reflète un prix du carbone à travers des projets, c'est effectivement le coût d'abattement qui est le facteur principal. Hein, à combien l'investissement et par rapport au tonnage réduit ou séquestré, à combien ça revient par unité de tonne. Et je pense que le facteur principal, c'est effectivement de bien s'assurer au départ de l'intégrité environnementale du projet, de la bonne application de la méthodologie. Il y a des coûts de transaction aussi par rapport à l'application de méthodologie, les coûts d'investissement ensuite à faire pour les changements de pratiques, des investissements potentiels en matériel et autres changements de comportement et de pratiques qui rentrent en compte aussi dans le coût total du projet, ramené au tonnage réalisé en matière de séquestration et de réduction. On détermine le prix de revient du prix du projet, et donc de facto du crédit. Voilà, donc difficile de répondre en disant aujourd'hui on n'a pas une bourse du carbone sur des projets de compensation qui affichent un unique prix, mais on est bien sur un éventail de prix en fonction du portefeuille de projets qui peuvent être développés. Voilà. Donc désolé pour la réponse. Non, mais c'est une réponse objective. Avant de passer la parole à Anaël qui lève le doigt, là, qui trépigne sur la chaise, je voulais savoir, par contre, ça veut dire qu'il y a plus d'offres aujourd'hui, donc de gens qui veulent des crédits carbone que de demandes, ou pas forcément? Non, pas forcément. Alors, je pense que si on parle vraiment dans le cadre du label bas carbone et de la France, je pense qu'il faut quand même repréciser l'objectif physique initial sur le volet séquestration, en tout cas. Le potentiel et l'objectif final, c'est de tripler notre capacité de séquestration à l'échéance 2050. Hein. On vise 90 millions de tonnes en potentiel pour permettre d'absorber les émissions que nous ne serons pas parvenus à réduire de l'autre côté de l'équation de notre objectif de neutralité carbone, plutôt sur des émissions industrielles et de transport. Donc voilà, il faut générer du côté de l'offre, en tout cas, autant de projets possibles qui peuvent concourir à atteindre cet objectif national. Du côté de la demande, aujourd'hui, on a des grandes entreprises qui sont fortement intéressées par financer des projets en France, encadrés par ce label bas carbone, plutôt des grandes entreprises et pas des PME, hein, mais on peut aussi avoir au guichet potentiellement des petites entreprises. Les motivations, elles sont variées. Il y a des entreprises qui veulent financer des projets bas carbone, il y a des entreprises qui veulent financer des projets dans leur objectif de neutralité carbone. Certaines sont intéressées pour l'ancrage territorial et local des projets. Le secteur agricole, évidemment, comme c'était mentionné notamment par Thibaut, dans la filière agroalimentaire, les entreprises sont fortement intéressées de financer ces projets dans leur chaîne de valeur, hein, c'est évident. Et puis, il y a aussi l'anticipation potentielle de réglementation à venir, de répondre aussi aux demandes de clients. Les clients sont de plus en plus moteurs aussi dans l'action climatique des entreprises. Donc, compenser ces émissions, et en tout cas, les entreprises prennent la responsabilité des émissions qu'elles n'ont pas réduites et les compenser avec des projets territoriaux, locaux dans le secteur agricole. Quand vous êtes une entreprise du secteur agroalimentaire, ça a pleinement du sens pour un consommateur et ça peut avoir aussi une valeur, on va dire, marketing, de communication qui peuvent être très récentes. Donc la demande, elle est croissante. Ça peut être des institutions financières aussi. Qui, du côté de la finance, aujourd'hui, souhaitent investir, constituer des portefeuilles aussi de projets dans le cadre du label bas carbone. Ok. Merci pour ces précisions. Oui, je voulais rebondir sur l'aspect coût et économie des crédits carbone. Aujourd'hui, il est important pour aller vite et décarboner nos émissions, notre mode de vie. On doit se poser la question de l'efficacité de cette décarbonation. On a des sous et il faut les dépenser, on a des ressources, il faut les dépenser avec modération pour aller le plus vite et là où c'est le plus efficace et là où ça aura le plus d'impact. Aujourd'hui, si on suit des gens comme The Shift Project, Jean Covici ou d'autres qui font des études sur comparer les coûts, combien ça coûte une tonne de carbone non émise,
Les chiffres qu'on lit sur le photovoltaïque, c'est parfois jusqu'à quelques milliers d'euros pour une tonne de carbone économisé. Une éolienne, ils l'estiment à 200 euros la tonne de carbone économisée. Alors c'est leurs chiffres, je ne sais pas s'ils sont bons, mais en regardant français énergie éolienne, on tombe à peu près au même chiffre. De l'éolien offshore, c'est 400 euros. L'agriculture, 80% de son potentiel, si on suit l'étude 4 pour 1000, 80% du stockage qu'on peut faire, de l'économie de carbone, c'est 0 à 200 euros. C'est-à-dire qu'on est, en termes de compétitivité, si on doit investir quelque chose pour être efficace et taper le problème vraiment à la base, et efficacement et rapidement, sans mettre des centaines de milliards, c'est par l'agriculture, et en même temps, on produira mieux en réponse aux consommateurs. Donc c'est un enjeu fort, il y a des gros potentiels, et sans non plus dilapider nos ressources. Merci pour cette vision. Il y a Eric qui trépigne encore plus sur sa chaise. Je pense qu'il est d'accord. Bon, après, du coup, je vais passer. Thibaut, je voulais te poser la question, du coup, de savoir effectivement si... donc là, donc, si j'ai bien compris, tu fais l'intermédiaire entre effectivement des clients et des deux côtés. Du coup, est-ce que dans la démarche, effectivement, aujourd'hui, tu vois une accélération de l'offre et ou de la demande d'ailleurs, et quel est ton avis par rapport à ce futur marché volontaire du carbone vis-à-vis de l'agriculture? Il y a une accélération. Il y a différents acteurs qui peuvent venir en fait financer cette transition bas carbone. Et c'est en ça que se focaliser uniquement sur le crédit carbone, c'est pas unique. Nous, on ouvre plusieurs voies. Il y a le crédit carbone pour entre guillemets de la compensation. Il y a de la contribution qui passe souvent par des primes filières de la part de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, et ça c'est la réalité. C'est malheureusement encore beaucoup trop de pilotes, mais pas assez de masse. Je pense qu'on en a parlé cet après-midi, il y a des incentives sur la politique agricole commune, sur des subventions publiques à tous les niveaux, que ce soit régional, national et européen. Donc ça, c'est de nature à permettre que ces projets de transition bas carbone pour les agriculteurs soient finançables et soient multipliés. Ensuite viendra, viennent s'agréger l'ensemble des demandes des entreprises qui veulent compenser. Mais je retiens vraiment, parce qu'il y a une multiplication de bénéficiaires à cette transition, il y a une multiplication de financeurs et il y a un intérêt qui croît. À ton niveau, avant de passer la parole à FarmLip et NEAI, est-ce qu'il y a des demandes vraiment très spécifiques sur la traçabilité de ces crédits, sur la rigueur qui est employée pour aller certifier ce crédit-là? Elle est indispensable. Je pense que le label bas carbone, comme exemple de ce qui se fait en France, est là pour encadrer, pour donner un petit peu le LAF. Et chez Carbon Farmers, on s'inscrit en France dans ces méthodologies. On a parlé cet après-midi d'outils que nous utilisons d'analyse de sol. Je pense à Simeos AMG. C'est des outils d'instituts techniques de grande qualité. On utilise d'autres outils. Il faut les croiser. C'est extrêmement important pour fiabiliser, pour arriver. Et je crois qu'il y a un travail qui est fait de la part de différents organismes de certification reconnus de la place pour arriver à une crédibilité très forte de ces crédits carbone qui viendront justifier ces prix plus élevés. Combien d'entreprises qui veulent compenser se désolent de devoir payer des crédits carbone à 3, 4, 5 euros et ne recevoir quasiment aucun rapport pendant 4 ou 5 ans et se demander véritablement à quoi a servi cet argent. Ok. Merci Thibaut. Du coup, peut-être Bertrand, du coup, tu avais dit qu'on peut se tutoyer. Oui. On est en famille. Tu as dit que tu es en amont de NEAI. Comment tu vois justement, on a parlé un peu tout à l'heure à la table ronde précédente du besoin de formation, d'échange, etc. Comment les agriculteurs, par rapport à cette ouverture,
autant peut-être certains ont des difficultés à effectivement à ouvrir leurs données en tant que telles, mais par contre sur les pratiques, comment de ton côté tu vois les choses sur ces transitions agroécologiques, agricoles au sens large? Précisément, enfin, je rebondis sur ce qui a été dit cet après-midi. D'abord, mettre en place ces nouvelles pratiques, ça ne va pas de soi, ça a beaucoup d'incidence. Le témoignage de Thierry était aussi très clair. Vous voulez nous faire tout un tas de choses, parfois contradictoires. Donc il s'agit de guider les agriculteurs, et la meilleure façon de guider les agriculteurs, c'est de proposer des pratiques, de proposer des témoignages, des retours d'expérience qui mettent en avant aussi bien les réussites, peut-être parfois les difficultés, et à travers un outil numérique qui permet de démultiplier ces échanges, et pas les limiter dans un secteur donné d'ailleurs, pour bénéficier des opportunités de contexte qui vont être similaires un petit peu partout, de rassurer l'agriculteur et de le renforcer dans son chemin, dans la mise en œuvre de ces crédits. Effectivement, nous, on est indirect dans cette question de la valorisation des crédits carbone. On intervient en amont au sens où on essaye d'équiper les agriculteurs avec les outils. Alors bien sûr, les conseillers sont là pour là, il y a des tas de gens qui sont là pour ça, mais avoir un outil digital disponible, de surcroît gratuit, puisque notre concept est basé sur Wikipédia, donc c'est une plateforme qui est à la fois interactive et qui est gratuite, c'est de nature à permettre d'avancer et d'aller plus clairement à mettre en œuvre les dernières pratiques, les derniers outils possibles. Enfin, je suis étonné quand tu dis alors ça peut être Anaël aussi, il y a vraiment des tas de gens qui sont là pour les conseiller, parce qu'on a quand même l'impression que c'est compliqué d'accompagner ces transitions, ce risque. C'est en tout cas le rôle des conseillers agricoles, des chambres, des coopératives. Des coopératives, je ne vais pas les identifier, mais qui m'ont dit on a du mal en fait à suivre. Quoi, donc, alors, c'est un excellent commentaire, Laurent, effectivement. C'est une des choses qui nous est arrivée dans les discussions qu'on a eues avec Bertrand, avec certaines coopératives, où effectivement ils sont parfois en décalage entre leur niveau de connaissance et le niveau de connaissance attendu de leurs adhérents. Donc voilà, nous on se positionne comme une manière aussi de renforcer les connaissances des agriculteurs, mais aussi des conseillers, de façon, parce qu'il y a beaucoup de sujets, de façon à aller plus loin, plus vite. C'est encore une fois un accélérateur de la diffusion de la connaissance pour arriver au résultat qui est tirer parti de l'opportunité que représente ce carbone, ouais. ce stockage de carbone. Anaël, un complément avant qu'on passe à une série de questions. Non, effectivement, on voit qu'avant, je ne sais pas si vous voyez à l'époque, on voulait tous avoir une encyclopédie universalis. C'est là qu'on voit que je suis diplômé depuis 20 ans. Mais l'encyclopédie papier où on voulait avoir le truc, ça se vendait cher, ça coûtait cher, il fallait équiper toutes les bibliothèques. Maintenant, tout le monde s'en fout d'avoir l'encyclopédie universalis. C'est bien beaucoup plus rapide d'aller sur Google, sur Wikipédia. Donc l'accès à la connaissance, c'est un bien commun, un bien public. Après, ça dépend laquelle, si je peux me permettre. Voilà, c'est toujours aussi le revers de la médaille. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, oui. Pour les méthodes qui ne sont pas forcément labellisées au niveau du label bas carbone et des sociétés qui achètent et vendent des crédits carbone, je pense à Secteur par exemple, comment ils obtiennent leur financement et sur quel marché Oui, donc je répète la question, c'est pour les méthodes qui ne sont pas labellisées donc j'imagine plutôt par des instances institutionnelles. Et donc l'exemple était fait de Soil Capital, effectivement, qui est assis sur une fondation et sur derrière une norme, hein, mais qui est quand même sur des enjeux, on va dire ça, privés, même s'il y a du public aussi à l'intérieur. Comment se passe la contractualisation et la validation, hein, de crédit carbone? Alors je ne sais pas si c'est peut-être Émilie ou Thibaut, ou peut-être Anaël, je ne sais pas qui veut répondre. Ah, oui, Émilie, on ne t'entend pas par contre, tu dois avoir ton micro de termine. Je disais, on peut sans doute se compléter mutuellement. J'ai juste pas entendu le nom de l'organisation. L'organisation, c'est Soil Capital, qui est une organisation qui, pareil, un peu comme, je suis désolé Thibaut si je fais trop de parallèles, mais qui est une interface entre des agriculteurs et un fonds, hein, en l'occurrence, et qui effectivement n'est pas assis sur forcément le label bas carbone, mais sur tout simplement une acceptation collective d'un organisme accréditeur, mais effectivement sur un principe plus ou moins privé quand même. Alors, de mon point de vue, moi, le critère fondamental, c'est de s'assurer de l'intégrité environnementale de ce qu'on
développent comme pratique et du coût de la valorisation des émissions réduites ou séquestrées. Et de facto, en tant que développeur projet, la question centrale, c'est de savoir quelle méthodologie je vais pouvoir utiliser et comment je vais m'assurer dans quel circuit de certification de ce critère d'intégrité environnementale. En France, on a le label bas carbone, mais au-delà du label bas carbone, effectivement, nous, on travaille côté EcoAct aussi avec des standards qui sont actifs à l'international, qui peuvent être Gold Standard, qui peuvent être Verra aussi, qui mettent à disposition des méthodologies, et on peut également aussi travailler avec ces méthodologies qui sont reconnues. On est membre aussi d'une organisation qui s'appelle ICROA et qui a un code de bonne pratique qui permet de valider auprès des standards le fait qu'ils appliquent bien ces méthodologies. Ensuite, on a l'intervention d'une tierce partie d'un vérificateur pour assurer la bonne mise en place. Mais en tout cas, de notre côté, c'est le critère essentiel de pouvoir s'appuyer sur des méthodologies robustes et des organismes de certification qui soient reconnus. Oui. Effectivement, il peut y avoir des initiatives. Donc après, c'est aux porteurs de projets de s'assurer de la bonne intégrité. En tout cas, nous, du côté EcoAct, on travaille avec des organismes et des circuits de certification qui soient reconnus par le plus d'entre nous, et évidemment cette voie institutionnelle maintenant du label bas carbone qui assure une certaine reconnaissance. Oui, c'est ça en fait. Tu dis finalement c'est le propre canal de certification qui fait la reconnaissance aussi vis-à-vis de celui qui va communiquer sur ces crédits-là. Clairement, les entreprises peuvent formuler, les entreprises que nous avons, nous, du côté de nos clients, qui nous demandent d'investir dans des projets, peuvent avoir un avis aussi sur le circuit de certification sur lequel ils souhaitent s'appuyer. Okay. Et donc, de facto, si on leur propose des projets qui ne rentrent pas dans ces circuits de certification, peuvent dire non, là, je ne vais pas prendre de risque parce qu'ils identifient certaines faiblesses, notamment méthodologiques et de rigueur, mais aussi peut-être aussi en termes d'impact réputationnel, communication aussi. Mais voilà, ils vont privilégier d'autres standards de certification par rapport à certains. C'est bon, on a répondu à la question ? À peu près. Donc il y a pour compléter, effectivement, Sol Capital, il se base sur le Cool Farm Tool, qui est un outil à vocation pédagogique et d'amélioration de pratique. Effectivement, ça va peut-être un peu moins loin que la méthode Symeos AMG en termes de reconnaissance internationale scientifique. Il y a une question aussi ? Oui. Le prix que les agriculteurs devraient mettre, le coût pour la transition, pour un panel de levier, et on a vu que c'est assez coûteux pour eux, le label ne permettra peut-être pas de compenser tout. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait en termes de mesures pour essayer de revaloriser peut-être ces crédits dans le secteur de l'agriculture par rapport à d'autres secteurs? Est-ce que au niveau des politiques, est-ce qu'il y aurait des choses à faire? Est-ce que vous avez entendu la question, ceux qui sont en visio? Pas trop. Alors je vais répéter rapidement. En gros, c'est effectivement pourquoi on n'arrive pas à avoir un prix plus élevé par rapport à d'autres, ou prix ou coût d'ailleurs, du crédit carbone par rapport à d'autres énergies renouvelables, si on considère ça comme une énergie renouvelable, entre guillemets, ou en tout cas un crédit carbone. Est-ce que c'est possible de le revaloriser? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire si effectivement on peut aller dans ce sens-là? Parce que le coût à côté de la transition, il est quand même plus élevé que ce crédit-là, ce prix. Bon, je me lance. Oui, moi, j'ai un avis très, très tranché. Déjà, on a vu, c'est 0 à 200 euros, souvent les pratiques. Il peut y avoir des pratiques à plus cher, voire 400 euros la tonne de CO2. Or, aujourd'hui, on a dit 20 à 50 euros la tonne. Donc, effectivement, ça ne couvre pas tout le delta. On est souvent un peu montré du doigt, l'agriculture. Pollueurs, gna. Là, au moins, enfin, on a une solution pour montrer qu'on contribue à une amélioration. Mais on a aussi d'autres outils. On a un outil qui est la haute valeur environnementale, des projets bas carbone qui soient certifiés haute valeur environnementale. Et souvent, les problématiques sont alignées. Réduction des engrais azotés, moins de protoxyde d'azote, donc moins d'émissions. Et en même temps, intégration des couverts pour l'item biodiversité. Et du coup, potentiellement plus de stockage et potentiellement plus de biomasse en travaillant bien. Donc un crédit carbone qui en même temps respecte la biodiversité, la ressource en eau, c'est-à-dire un crédit carbone valorisé c'est un crédit carbone qui traite d'autres angles
l'angle biodiversité, l'angle qualité de l'eau, l'angle qualité de l'air, parce que le protoxyde d'azote et l'azote, c'est aussi les particules fines, potentiellement. Donc ça a d'autres impacts. Donc il y a un côté du crédit carbone, pas doublement vert, mais qui tient compte d'autres problématiques. Et celui-là, avec une notion filière, c'est à construire, mais il y a une possibilité de le valoriser, on en est certain. D'autres... Oui, Émilie ? Non, je suis totalement alignée avec ce qui vient d'être dit et je crois qu'on est quand même, sur le volet séquestration, entre guillemets, qu'au début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est au début de cette quête de valorisation économique ramenée à la tonne de CO2 de facto et donc valorisée à travers ces crédits carbone. Mais je pense que du côté de la demande, on est aussi dans une phase de pédagogie, c'est-à-dire que ces entreprises, elles commencent à peine de pédagogie et de courbe d'apprentissage collectif. J'ai envie de dire, je suis économiste, je suis désolée, mais sur cette courbe d'abattement en fait. Aujourd'hui, on essaie d'actionner les projets les moins chers parce que la demande aujourd'hui des entreprises, c'est je ne veux pas payer plus de 20 ou 40 euros la tonne. Dès qu'on propose des projets au-dessus, non, on revient sur des projets à moindre coût. Donc autant valoriser au maximum ce potentiel de réduction de séquestration aujourd'hui. Mais il y a le début d'une prise de conscience qu'on va avancer dans le temps, à l'horizon 2030, sur des projets qui vont ramener à la tonne, être beaucoup plus élevés en prix. Donc parler de 200 euros aujourd'hui, nos clients peuvent sauter sur leur siège, mais pour autant, moi je pense qu'on va quand même y arriver et il y a une valorisation économique et une valorisation de tous les co-bénéfices qui vont être intégrés aussi dans la réflexion globale du financement de projets bas carbone par des grandes entreprises, notamment les institutions financières, pour valoriser des projets beaucoup plus à plus haute qualité environnementale. Oui, je fais peut-être. Alors c'est peut-être Thibaut, s'il y a des exemples. Ça peut être le consommateur qui paye, parce que c'est peut-être pas si. Il n'y a peut-être pas de grande différence de prix, même si on sait que le pouvoir d'achat, c'est quand même un gros sujet pour les distributeurs. Mais est-ce qu'il y a eu des études faites sur combien pourrait être renchérie la baguette de pain si demain je garantis à mon client que cette baguette de pain elle a stocké X kilos ou grammes de carbone par les pratiques que j'ai créées en amont? Est-ce que par rapport à des clients que tu as sur toute la chaîne de valeur, comme tu dis, c'est des choses qui sont envisagées, peut-être déjà faites? J'ai pas ce genre de chiffres. Pour revenir juste avant à la question pourquoi il s'est pas aussi bien valorisé ces crédits carbone, je pense que c'est un peu l'œuf et la poule, c'est qu'il n'y a pas assez de projets, il n'y a pas assez de démonstrations de projets vis-à-vis de l'ensemble des acteurs pour valoriser au plus fort ces paiements carbone, comme on les appelle, plutôt que crédit carbone, parce que comme je le précisais, crédit carbone ça peut être un des facteurs, mais pas l'intégralité du financement. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la chaîne de valeur agroalimentaire et ce serait très présomptueux de pouvoir déjà sortir des chiffres potentiels de hausse de prix. Voilà, il y a des mécanismes qui sont très lourds dans la chaîne de valeur alimentaire. Donc non, j'ai pas ce genre de prix. Je vais pas m'avancer sur ce genre d'augmentation. Okay. En tout cas, il y a une réalité que les industriels agroalimentaires ont bien souligné, c'est que il faut faire quelque chose sur la valorisation de nos sols au niveau des agriculteurs, parce que sinon, à plus ou moins brève échéance, on pourra plus s'approvisionner correctement si on ne fait pas attention à notre eau, à l'érosion de nos sols, à notre matière organique. Voilà, si en gros on néglige ce capital, ça c'est sûr, ça va renchérir le coût, mais très, très fortement, parce qu'il y aura du mal à produire. Voilà, il y aura des rendements qui vont mais ça, je crois que c'est l'explication que vous avez fait depuis le début de l'après-midi sur la santé des sols. Donc voilà, je reviens sur ces sujets. Donc ça, je pense qu'il faut aller dans le bon sens, trouver des financements, et le coût, le financement se trouvera. Bertrand pour l'avant-dernier mot, et puis après aussi. Moi c'est Henri, Bertrand c'est l'autre. Henri, Thibaut me tend une perche fantastique, effectivement. Donc s'il n'y a pas assez de projets, c'est parce que les agriculteurs et l'ensemble de la société ne comprend pas nécessairement ce que veut dire mettre en place un projet. Et donc il faut expliquer, et donc il faut diffuser, et donc il faut donner des exemples de ce qu'il est possible de faire, des conditions dans lesquelles ça se passe et des incidences. Et je pense qu'on est peut-être en dedans dans les capacités qu'on déploie aujourd'hui pour expliquer de façon pratique, puisque la théorie, elle est bien maîtrisée. Mais de façon pratique, mettre en œuvre un projet pour un agriculteur à travers des exemples,
finalement, et les exemples seront nombreux et sont variés, doivent être nombreux, doivent être variés, puisqu'il y a des situations de toute nature. Ben voilà, c'est ce qu'il faut chercher à faire, et c'est certainement l'ambition de cette plateforme Triple Performance. Merci. Anaël? Moi, je vais prendre le contre-pied en disant que là, à ce niveau, si on veut créer de la valeur sur le produit agroalimentaire et pas que sur le crédit carbone, mais se faire payer par son client, finalement, c'est l'agriculteur, la COP, elle va aller chercher son client. Il y a une COP qui a bossé avec un grand distributeur pour créer une baguette HVE. Aujourd'hui, il paye 30 € tonne de plus le blé. Alors cette année, 30 €, ça se voit pas trop. Mais il y a 3 ans, 30 €, ça se voyait beaucoup, à 160 € la tonne. 190 au lieu de 160 pour du blé HVE. Ça se voit vraiment. Et là, quand on ramène 30 € la tonne, si tu fais 8 tonnes de rendement à l'hectare, c'est pas comme 2 fois 20 € à l'hectare, hein. C'est 8 fois 30 € à l'hectare. Donc la plus-value que tu peux créer avec cette HVE, mais ça c'est parmi les seuls à l'avoir fait. Et ça veut dire qu'on doit travailler avec ses clients en notion de filière et vraiment faire un effort marketing pour aller expliquer, convaincre les agriculteurs, mais les agriculteurs eux-mêmes convaincre leurs clients à comment on fait ensemble en mettant un effort pour s'approprier les outils à leur disposition. Ils ont de la HVE, ils ont du crédit carbone, ils ont de la valorisation carbone, ils ont du label bas carbone. Donc là, il ne faut pas attendre que ça tombe, mais il faut prendre en main le sujet. C'est parfait comme conclusion, parce qu'on boucle la boucle. Hein. Ce matin, tout à l'heure, Michel nous disait, Michel Duru, qu'il fallait commencer par le consommateur pour faire les transitions agricoles. En tout cas, il fallait qu'elles se fassent en même temps. Et là, on parle de la même chose sur le prix. On en arrête là parce qu'on est arrivé à bout de notre après-midi. Merci beaucoup à tous les quatre. Émilie et Thibaut, si vous voulez rester, vous aurez le droit à visionner la conclusion, puisqu'on a 10 minutes de conclusion. Et puis après, on vous lâchera chacun à vos activités.